il y a des choses importantes, c'est qu'effectivement, il y a des antagonismes, parce que l'innovation, c'est itérer, c'est faire plein d'essais et d'erreurs, chose que un grand groupe a souvent horreur de faire, je pense qu'aussi c'est ça. Souvent, le grand groupe, par définition, imagine nécessairement de répondre à tous les cas de figure de ses clients, alors que l'innovation, par définition, c'est s'attaquer à des sujets les uns après les autres, et donc d'essayer de faire des proof of value limités dans le temps. On pourrait citer comme ça bon nombre, en fait, d'antagonismes. Et donc c'est vrai qu'il y a à la fois, bien sûr, des techniques, des démarches qui favorisent ça, hein. Mais je pense qu'il y a aussi des modes d'organisation, en rattachant, comme on le disait tout à l'heure, au niveau du groupe. Mais je pense que au-delà de ça, il y a effectivement, avant tout, une animation qu'il faut arriver à mettre en place. Et je crois que c'est en fait principalement un aspect de management des hommes, un management de conduite de changement, un aspect justement d'intelligence collective qu'il faut arriver à mettre en œuvre. Et ça, c'est principalement, au-delà de toutes les méthodes, pour moi, un axe majeur pour arriver à monter cela au niveau d'un groupe. Le point que tu cites souvent, c'est pouvoir se planter vite. Oui. Et ça, je trouve que dans les organisations de type grand groupe, c'est difficile même à admettre. Et même si dans le concept, on dit ah oui, se planter vite, ça nous parle, on s'aperçoit que dans les faits, c'est compliqué. Et même si on est dans une organisation qui est, par exemple, avec une raison d'être, avec un droit à l'erreur, au quotidien, parce qu'effectivement, l'innovation, c'est aussi une affaire de petits pas, Oui. avant d'arriver à la disruption, eh bien, ça veut dire la capacité à se planter vite autant de fois qu'il y a de petits pas. Oui. Et ça, à l'échelle d'un grand groupe, comme tu le disais, où on cherche à être le plus efficace possible, c'est difficile à concevoir et du coup, c'est difficile quelque part à admettre au quotidien. C'est vrai que par exemple, dans notre activité, pratiquement sur 100 POC, s'il y a 2 à 3 donc 2 à 3 POC réellement qui vont être déployés, effectivement, c'est déjà une belle victoire, hein. C'est pour ça que l'on dit d'ailleurs, tant qu'à se planter, autant se planter rapidement. Et donc c'est pour ça on a des time box pour limiter nos temps d'exploitation, afin d'éviter justement de passer 18 mois finalement pour, au bout du compte, un échec. Donc il est important plus de privilégier la quantité, hein, que de chercher la perfection en matière de développement, par exemple. Pour se planter vite, alors déjà il faut l'état d'esprit, comme on vient de le dire, il faut la capacité à ce que l'organisation laisse faire se planter vite, et en plus il faut qu'avec se planter vite, il y ait une capacité à apprendre de l'échec, à se dire à la fois le besoin, est-ce qu'on le revisite, la techno qui répond au besoin, est-ce qu'on la revisite avec la start-up, mais aussi avec l'écosystème interne du grand groupe, qui souvent est un peu mis de côté. On focalise très vite, les regards se concentrent très vite sur la start-up. On oublie qu'il y a toute une logique d'architecture, d'intégration, de démultiplication et de déploiement qui est à penser avec la partie écosystème interne du grand groupe, de la grande société, qui doit réfléchir sur toute une série de problèmes que la start-up ne peut pas voir. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut, du coup, essayer de renouveler des expériences avec des externes, de différentes manières. Ça peut être justement... Les startups sont un des moyens, justement, d'arriver à, finalement, inoculer un état d'esprit, justement, un peu parfois iconoclaste, ou en tout cas, qui perturbe les habitudes. Je pense que c'est un point important. Et après, le fait de pouvoir travailler, de faire travailler des gens du groupe, justement, dans des structures, mettons Station F ou autres, qui sont externes, qui externalisent justement le mode de travail ou qui mettent en contact dans des environnements justement plus innovants, sont des facteurs également facilitants, qui facilitent justement du coup l'innovation au sein d'un grand groupe. Inoculer une nouvelle techno, c'est effectivement, je pense, une des forces ou en tout cas un des atouts que peut amener une start-up. Pour autant, il y a quelques précautions à avoir. C'est-à-dire qu'un grand groupe, lorsqu'il voit une start-up, surtout dans des salons, surtout y compris dans des structures comme des incubateurs, Station F et autres,
et parce qu'on manque de temps, et parce qu'on manque aussi d'acculturation, et parce qu'on manque d'un œil aiguisé sur chacune des technologies, c'est extrêmement compliqué à avoir cette capacité de lecture, on va dire, relativement fine. On peut se laisser séduire par un effet waouh. On voit quelque chose qui fait sens, qui est, on va dire, disruptif, en tout cas par rapport à la façon dont les besoins sont traités jusqu'alors. On fait un waouh, et puis derrière, on focalise toutes les énergies là-dessus. Alors que c'est pas forcément l'effet waouh qui va faire que ça va être le besoin qui va être bien traité par la techno, qui va pouvoir être déployé à grande échelle. On avait un cas sur des lunettes connectées, avec des personnes sur une chaîne logistique de distribution également. Et en fait, on n'a pas pris les lunettes connectées les plus évoluées, avec lecture d'écran, avec des fonctions tactiles, etc. On a pris la lunette connectée qui était juste équipée d'une caméra sur une branche et d'un micro sur l'autre, et de la batterie. Oui, je comprends. Et ça s'est arrêté à ça.